Les Ivoiriens votent ce samedi pour élire un nouveau président. À moins de 24 heures du scrutin, la ville d'Abidjan se vide. L'impopulation redoute les violences de la crise post-électorale de 2010. Au Nigeria, une vingtaine de policiers ont perdu la vie dans les violences qui ont secoué certaines villes du pays. C'est le porte-parole de l'institution qui évoque ce bilan, rejetant ainsi les chiffres avancés par Amnesty International. Et puis, la réponse du président français à l'attaque terroriste qui a frappé son pays. Emmanuel Macron a promis que Paris ne cédera pas sur ses valeurs. 3 personnes ont été tuées par le principal suspect. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. En Côte d'Ivoire, la ville d'Abidjan se vide de ses habitants à moins de 24 heures de l'élection présidentielle. Sous haute tension, l'impopulation redoute la crise post-électorale de 2010. Elle déserte la cité par précaution. Reportage. Depuis la semaine dernière, le nombre de passagers a augmenté à la gare routière d'Adjamé, commune populaire de la capitale économique. Jeudi, des dizaines de passagers chargés de valises, sacs et baluchons s'engouffraient dans des bus à destination de la province. La décision du président Alassane Ouattara de se représenter à un 3e mandat controversé a entraîné des violences entre partisans des camps rivaux, faisant déjà une trentaine de morts, surtout dans le sud-est du pays. L'opposition incarnée par l'ex-président Henri Konan Bédié et un ancien Premier ministre, Pascal Affi-N'Guesson, a appelé à la désobéissance civile et n'a pas fait campagne. Les 2 hommes ne se sont toutefois pas formellement retirés du scrutin. Le prédécesseur de Ouattara, Laurent Gbagbo, qui ne s'était pas exprimé publiquement depuis son arrestation en 2011 à l'issue de la crise post-électorale, est sorti de sa réserve jeudi, tenant des propos guerre de nature à rassurer les Ivoiriens. Ce qui nous attend, c'est la catastrophe. C'est pour ça que je parle, a déclaré Laurent Gbagbo sur TV5 Monde, depuis la Belgique. Dans cette ambiance, ceux qui ne partent pas se préparent à se barricader chez eux et font des provisions de nourriture. Et toujours à Abidjan, la campagne électorale a pris fin ce jeudi. La campagne pour la présidentielle, la ferveur qui caractérisait donc les joutes électorales à Abidjan, capitale économique du pays, n'était pas au rendez-vous. C'est le constat fait par nos envoyés spéciaux sur le terrain, Sartoune Djosso et Just Dorisso. Étrange fin de campagne électorale à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Des rues vides. Si les portes closes de toutes les administrations publiques comme privées peuvent se comprendre par le jour férié, la même raison ne peut justifier la fermeture de la plupart des commerces. Dans les rues, de rares passants, presque fugitifs, devant les objectifs de nos caméras. C'est une ambiance particulière, reconnaît ce citoyen. Habituellement, Abidjan grouille le monde. Aujourd'hui, c'est tellement que, compte tenu du jour de férié, les gens sont à la maison, en même temps que les gens sont sceptiques, bien sûr, par rapport aux joutes électorales. Donc tout le monde est à la maison et vraiment attendant le jour fatidique des élections. Et lorsque la nature soudain ouvre les vannes du ciel pour laisser déverser une pluie sur la ville, c'est pour mieux contraindre les populations à rester chez elles. La pluie cessée, la nuit a pris le relais, mais ce soir de fin de campagne restera aussi calme que la journée. Et la dernière vague des observateurs de la CEDEAO a rallié la Côte d'Ivoire pour l'élection de ce samedi 31 octobre prochain. Ils ont été davantage édifiés sur ce que la CEDEAO attendait, surtout dans le contexte particulier de cette présidentielle. C'est un total de 90 observateurs venus des pays de la sous-région que la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest a appelé pour cette mission en Côte d'Ivoire, placée sous la coordination de l'ancien Premier ministre sénégalais, Cheikh Hadjibou Soumaré. Avant que la vague des observateurs à court terme rejoigne celle des observateurs à long terme déjà sur le terrain depuis quelques jours, l'ensemble des observateurs s'est réuni pour mieux s'approprier le travail attendu. Mais au-delà de l'expertise de chacun d'eux, il leur faudra également de la chance et du courage pour cette présidentielle toute particulière, au dire du commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO. Bonne chance pour cette mission, je le répète, qui est très délicate, très sensible et constitue un pari que nous allons ensemble gagner pour contribuer à la consolidation de la démocratie en Côte d'Ivoire et dans la sous-région.
Je vous sais très courageux et en ces temps de Covid, je vous souhaite très bon courage et que le Créateur du ciel et de la terre vous protège. Observé en toute objectivité. De cela dépendra la crédibilité de la mission qui devra en rendre compte dans une déclaration préliminaire. Le chef de la mission les y exhorte. Nous sommes venus des différents États membres de la CEDEAO pour donner chacun et chacune le meilleur de nous-mêmes en observant de façon objective et honnête le déroulement de toutes les phases du processus électoral. La déclaration préliminaire de cette mission qui sera faite en se basant sur les rapports des observateurs est attendue pour le 2 novembre prochain. Toujours au chapitre politique, en Tanzanie, le principal candidat de l'opposition à la présidentielle dans le pays, Tundu Lissu, a rejeté par avance les résultats des scrutins présidentiels législatifs de la veille, dont les premiers chiffres donnent donc une large avance au président sortant John Magufuli et à son parti politique. La commission électorale de Tanzanie, qui avait indiqué mercredi qu'aucun des cas de bourrage d'urnes dénoncés par l'opposition ne lui avait été soumis, a commencé à publier jeudi de premiers résultats. Les premiers chiffres partiels de la présidentielle donnent John Magufuli en tête avec environ 85% des voix dans les 32 circonscriptions sur un total de 264 dont les résultats sont parvenus à la commission. Candidat du principal parti d'opposition Chadema, Tundu Lissu a qualifié ces scrutins d'imposture totale et dénonçant une fraude électorale d'une ampleur sans précédent. Il a appelé ses supporters à des manifestations démocratiques et pacifiques et au soutien de la communauté internationale. Nous n'accepterons rien de ce qui est ressorti du vote d'hier car il y a été entaché d'irrégularités à tous les stades. Comme je l'ai dit, nos agents électoraux n'ont pas été autorisés à entrer dans les bureaux de vote. Notre position est donc de ne pas reconnaître le résultat. So our position is not to confer any recognition to the result. L'ambassade américaine en Tanzanie a fait état jeudi soir dans un communiqué d'assertion crédible concernant d'importantes fraudes et intimidations, estimant que ces irrégularités et les victoires par des écarts considérables sèment de sérieux doutes sur la crédibilité des résultats annoncés jeudi. La Tanzanie n'autorise pas de contestation en justice du résultat de la présidentielle, procédure pourtant possible pour les législatives. Le président Magufuli, 61 ans ce jeudi, dont le parti Chama cha Mapinduzi est au pouvoir sans discontinuité depuis l'indépendance, brigue un second mandat après un quinquennat marqué par une dérive autoritaire et une restriction des libertés individuelles. Au Nigeria, la police dresse le bilan des manifestations à Lagos et puis dans plusieurs villes du pays. 22 de ses membres ont été tués, puis de nombreux blessés. C'est ce qu'a donc rapporté le porte-parole de la police ce vendredi. 22 policiers ont été tués par des manifestants déchaînés et plusieurs policiers ont été blessés durant les manifestations, a affirmé le porte-parole de la police, Frank Mba, dans un communiqué vendredi. Plusieurs policiers blessés sont entre la vie et la mort dans des hôpitaux. 250 postes de police et infrastructures privées ou publiques ont été endommagés par une partie des manifestants, a-t-il ajouté. Les grandes villes du sud du Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, ont été secouées par 3 semaines de manifestations contre les violences policières et de contestations contre le pouvoir qui ont fait au moins 56 morts selon Amnesty International. Nos policiers n'ont jamais eu illégalement recours à la force et ils n'ont pas tiré sur les manifestants, s'est défendu la police vendredi, rejetant le rapport d'Amnesty International qualifié de faux et trompeur. Mais c'est la fusillade le même soir au péage de Lekki, épicentre de la contestation dans la mégapole, qui avait provoqué une onde de choc. Des militaires avaient tiré sur 1 millier de manifestants, tuant au moins 10 personnes selon l'ONG. Plusieurs vidéos relayées sur les réseaux sociaux montrent des hommes en tenue militaire tirer des centaines de coups de feu au-dessus d'une foule qui brandit des drapeaux et chante l'hymne national. Des experts libyens exhument les restes humains dans des fosses communes à Tarouna, au sud-est de la capitale Tripoli. L'autorité générale libyenne pour la recherche et l'identification des personnes disparues indique que 12 corps non identifiés ont été retrouvés dans la zone du projet.
L'existence de plusieurs charniers à Tarhuna avait été signalée après le départ de la ville en juin. Des pro-Haftar, hommes forts de l'Est libyen qui tentaient depuis avril 2019 en vain de conquérir militairement Tripoli situé à 80 km plus au nord-ouest et où siège le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU. Les deux autorités rivales se disputent le pouvoir en Libye, plongée dans le chaos depuis 2011 et la chute de Muammar Kadhafi. Depuis le retrait des pro-Haftar de Tarhuna, leur dernier bastion dans l'ouest, les équipes de recherche ont exhumé 98 corps, a indiqué un responsable de l'autorité chargé des disparus. Les découvertes macabres se succèdent, mais l'exhumation des corps est parfois lente en raison du manque de moyens. Selon le président de l'association des victimes de Tarhuna, il y aurait 16 charniers identifiés qui n'ont pas encore été fouillés. La mission de l'ONU en Libye s'était dit horrifiée en juin après des informations sur la découverte d'au moins 8 charniers dans la ville. L'ONG Human Rights Watch a réclamé ce jeudi que l'accord de cessez-le-feu permanent signé la semaine dernière entre les parties en conflit dans le pays soit suivi d'un mécanisme pour que les auteurs de crimes et d'abus assument leurs responsabilités. Et puis 3 personnes ont été tuées ce jeudi dans une église à Nice, en France, située donc au sud-est, lors d'une attaque terroriste islamiste dénoncée par le président Emmanuel Macron, qui a donc promis que la France ne cédera à rien sur ses nombreuses valeurs. L'auteur présumé des coups de couteau mortels contre 3 personnes dans l'église Notre-Dame de l'Assomption au cœur de Nice, dans le sud-est de France, est un Tunisien de 21 ans arrivé en France le 9 octobre après avoir débarqué sur l'île italienne de Lampedusa le 20 septembre, a précisé jeudi soir Jean-François Ricard, le procureur antiterroriste chargé de l'enquête. Les victimes sont 2 femmes, une sexagénaire et une quadragénaire de nationalité brésilienne et le sacristain de la basilique, un homme de 55 ans. Le jeune homme n'avait pas été fiché par le renseignement italien. Il était aussi inconnu des services de renseignement français. La Tunisie, qui a condamné fermement l'attaque, a également annoncé l'ouverture d'une enquête à la suite des soupçons selon lesquels un Tunisien a commis une opération terroriste à l'extérieur du pays. Le président Emmanuel Macron, sur place jeudi, a dénoncé une attaque terroriste islamiste et annoncé un renforcement du plan de sécurité Vigipirate. Le nombre de soldats patrouillant dans les rues passera de 3 000 à 7 000. Nous ne céderons rien sur les valeurs qui font la France, en particulier la liberté de croire et ne pas croire, a martelé Emmanuel Macron en apportant tout le soutien de la nation catholique, visée une nouvelle fois après l'assassinat en 2016 du prêtre Jacques Hamel dans son église de Saint-Étienne de Rouvray, à l'ouest de France. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné une attaque odieuse, tandis que de nombreux pays dans le monde exprimaient leur solidarité avec la France. Des manifestations anti-françaises ont continué jeudi au Pakistan, en Afghanistan, en Libye ou dans les territoires palestiniens, certains brûlant des images d'Emmanuel Macron ou agitant des affiches, le caricaturant en chien ou en porc. Le pape François a dit prier pour les victimes, tandis que la conférence des évêques de France a souhaité que les chrétiens ne deviennent pas une cible à abattre. Les dirigeants des 27 États membres de l'Union européenne avaient condamné jeudi, dans les termes les plus forts, l'attaque, affichant leur solidarité avec la France. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.